Il y a 40 ans, Xavier Barral-Yaltet réunissait à Rennes un colloque international dédié au thème artistes, artisans et productions artistiques au Moyen Âge. Colloque dont les actes furent publiés entre 1986 et 1990 en 3 volumes, regroupant une centaine de contributions. L'entreprise se donnait pour objectif d'élargir le cadre, non seulement sur le plan chronologique, mais aussi géographique ou thématique, et d'abattre les cloisons entre les différentes disciplines, archéologie, histoire de l'art, histoire, littérature. C'est aussi ce que tente de faire traditionnellement depuis 30 ans le colloque d'histoire. Tout cela pour mieux comprendre la création artistique ou artisanale par une meilleure connaissance de ceux qui commandent l'œuvre, de ceux qui l'exécutent et des moyens utilisés pour la rendre possible. Les moyens économiques qui conditionnent le travail, les moyens intellectuels qui en orientent le contenu. Je cite là des éléments de l'introduction de cette série de 3 volumes. Cependant, l'ouvrage dont je viens de parler couvrait les 10 siècles du Moyen Âge et la période romane n'y était présente que pour moins du quart des communications. Le choix du présent thème, fait par le conseil scientifique de notre 31e colloque histoire-rien, artistes et artisans au temps roman, se veut à la fois une réminiscence de cet ouvrage collectif majeur et un hommage à notre collègue, aujourd'hui professeur émérite en son université, qui n'a pu nous rejoindre puisque présent au même moment au colloque international de Conques-en-Rouergue. Que le tailleur de pierre de l'affiche du colloque, venu de la cathédrale de Gérone, lui soit un signe d'amitié. Avant d'entamer une réflexion introductive sur le thème de cette année, qu'il me soit permis de remercier ceux qui ont rendu possible notre réunion de ce jour et assurent ainsi l'espoir de la pérennité de notre institution trentenaire, née en 1991 de l'intuition du professeur Pierre Pascalon, alors maire d'Issoire, et de l'engagement de notre autre collègue Annie Regon, ici présente, tous deux enseignants-chercheurs aux universités de Clermont-Ferrand. Et je n'oublie pas le souvenir très présent de celui qui fut la cheville ouvrière de la bonne tenue des rencontres passées jusqu'à son brutal décès au début d'octobre 2020, Pierre Deneuve. Notre colloque a été, comme bien des institutions et des initiatives associatives, ébranlé par la pandémie, puis frappé par le décès de Pierre Deneuve. C'est alors ouvert un temps d'incertitude dû à des évolutions dans l'organisation du soutien au colloque et, résultat de l'accumulation de ces perturbations combinées, les sessions de 2020 et 2021 ont dû être annulées. Une reprise un tant soit peu acrobatique est intervenue à l'automne 2022. Un grand merci à toutes celles et ceux, organisateurs, soutiens et communicants, qui ont œuvré l'an dernier à cette renaissance. Aujourd'hui, notre gratitude va en premier lieu à l'association Terre Romane d'Auvergne, association fondée en 1999 et qui rassemble désormais près de 20 communes d'Auvergne, dont les villes de Brioude, Clermont-Ferrand et Issoire. 20 communes qui désirent faire partager au plus grand nombre le patrimoine roman de notre région. Sous la houlette de son président, Alphonse Bellonte, maire de Saint-Nectaire, de son trésorier, notre collègue Dominique Allios, et avec l'appui avisé et diligent de Nathalie Monniot, Terre Romane d'Auvergne a désormais entièrement repris en charge l'organisation du présent colloque et de ceux que nous souhaitons pour l'avenir. De son côté, comme elle le fait depuis plus de 30 ans, la ville d'Issoire accueille et abrite notre réunion et nos débats, que son équipe municipale en soit remerciée.
Je dois excuser l'absence de Christian Gensbeitel, membre de notre conseil scientifique, retenu par un autre colloque à Bordeaux. Les automnes sont la saison des colloques. Il y a comme ça dans le monde universitaire la saison des colloques, ou plusieurs saisons de colloques. Il y a aussi la saison des soutenances. Ça, c'est plus des soutenances de thèse. Ça, c'est plus tard, à l'approche de la clôture du calendrier, donc plutôt vers les mois de novembre et décembre. Christian Gensbeitel est maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'université de Bordeaux-Montaigne et il vous demande donc de bien vouloir l'excuser. Par ailleurs, il a été dit que notre collègue italienne n'avait finalement pas pu se déplacer, mais elle a eu la gentillesse de nous fournir en audio et visio l'essentiel de son propos. Et puis, nous avons un peu joué de malchance puisque Sylvain Chardonnay, malade, n'a pu rejoindre l'Auvergne. Il s'agit d'un doctorant de l'université de Montpellier, Paul Valéry. Il devait communiquer sur le vocabulaire occitan du chantier dans le roman de Flamenca. Ce pourquoi, donc, des changements ont lieu dans le programme qui vous a été distribué. À la place de Sylvain Chardonnay, c'est donc Dominique Alios qui prendra la parole et fera par anticipation la conférence qui était prévue pour demain matin, en première heure. Ce qui fait que demain matin, nous reculons d'une demi-heure les débuts de nos travaux. Donc rendez-vous demain matin à 9h30 et non pas 9h comme indiqué. Voilà. Il pourrait sembler paradoxal, un peu provocateur d'ailleurs, d'élever au rang d'objet de recherche de la médiévistique, tout particulièrement pour les XIe et XIIe siècles, les concepts d'artisan et d'artiste, pour lesquels le vocabulaire spécifique ne semble apparaître qu'à partir de l'extrême fin du XIVe siècle. En ce qui concerne artiste, dans le sens que nous lui donnons ici, voire au XVIe siècle, pour le terme artisan. Même si le médio-latin, donc le latin de l'époque médiévale, même si le médio-latin nous offre artifex, qui paraît couvrir les deux notions, et si l'ancien français voit apparaître au milieu du XIIe siècle, au détour de la traduction en ancien français d'un célèbre texte latin, les termes artefieur ou artifieur, mais j'y reviendrai. Si l'on veut bien élargir la vision aux langues germaniques, de façon à ne pas rester trop enfermé dans notre monde latin, force est de constater que les termes allemands, Handwerk et Handwerker, travail et travailleur, sont à la fois plus parlants, puisqu'ils insistent sur le caractère manuel du travail accompli, Hand, c'est la main, et aussi plus anciennement utilisés. L'ancien haut-allemand Handwerk, Handwerkmann, l'ancien anglais Handwerk, Handgewerk, sont attestés dès les alentours de l'an 1000. En revanche, en allemand contemporain, Künstler est comme artiste en français d'époque plus récente, d'époque moderne. C'est ce que nous enseignent en tout cas les dictionnaires historiques et étymologiques de la langue allemande. Qu'il me soit donc permis d'insister, au seuil de ces 3 demi-journées, sur les aspects épistémologiques. Moment un peu aride, mais indispensable pour tirer au clair les deux notions, en apparence familières, affichées dans le titre donné à la présente session. Car c'est l'un des devoirs de l'historien que d'affirmer que tout en ce bas monde a une histoire. Autrement dit, que tout est évolutif dans le temps et que l'emploi du même mot ne correspond pas à des significations semblables à toutes les époques, à des réalités, des usages, des modes de pensée, dont il serait faux de penser qu'ils sont équivalents dans le temps et dans l'espace. Notre époque présente, prise de vertige devant la rapidité des changements vécus, tend à se réfugier parfois dans une tentation d'essentialisation du passé qu'elle croit, à tort, être immobile. Commençons donc
au rebours de la chronologie, ce qui est un petit peu hérétique pour un historien, mais c'est par souci de pédagogie. Commençons donc à rebours de la chronologie par rappeler que dans la langue française, l'adjectif artistique apparaît seulement au début du XIXe siècle. Et l'adverbe artistiquement au milieu de ce même siècle. Donc, ce sont des termes très, très neufs, enfin très neufs pour moi, médiéviste, bien sûr. Mais vous pourrez peut-être objecter que ces formes sont certes tardives, mais qu'elles ont peut-être antérieurement connu des équivalents par le sens sous une forme linguistique différente. De fait, artistiquement a été précédé par artistement, qui fleure le bon, le grand siècle. Certes, mais non seulement l'adverbe artistement, alors l'adverbe artistement est directement formé sur le substantif artiste, hein, alors que notre artistiquement est un dérivé du second degré à partir de l'adjectif artistique. Donc l'adverbe artistement apparaît un peu avant le milieu du XVIe siècle et n'existe donc pas non plus à la période romane dont nous traitons. De plus, artistement surgit en 1547 avec la considération, avec la signification avec habileté dans l'exercice d'une technique. C'est en tout cas comme cela que le définit le dictionnaire de la langue française du XVIe siècle d'Edmond Huguet. Donc avec habileté dans l'exercice d'une technique, artistement. Et quant à la tonalité avec goût, artistiquement, avec goût, eh bien, elle, qui marque le souci de l'esthétique, elle est beaucoup plus tardive, nous le verrons, XVIIe et même plutôt XVIIIe siècle. Si artistement signifie avec habileté dans l'exercice d'une technique, nous sommes donc en présence encore au milieu du XVIe siècle d'un souci prédominant d'exprimer la maîtrise d'une technique, ce qui rapproche ce terme, fût-il d'apparition tardive aux yeux d'un médiéviste, au plus près des valeurs de l'artisanat, en tout cas plus près que de la compréhension qu'ont nos contemporains des termes art et artiste. Quant à artiste, il n'est pas mentionné en moyen français avant l'extrême fin du XIVe siècle et dérive, linguistiquement, en linguistique pure, du latin médiéval artista. Mais ce terme artista, on le trouve essentiellement utilisé au sens de maître es art, c'est-à-dire un étudiant ou un gradué en arts libéraux attaché à la faculté des arts d'une université. C'est l'emploi qu'en font le cartulaire de l'université de Paris en 1231, ou encore, au début du XVIIe siècle, le magistrat et poète Étienne Pasquier. Artiste employé comme adjectif, avec un sens équivalent à celui de notre adjectif artistique, ne fait surface lui aussi qu'à partir du milieu du XVIe siècle. Je cite ainsi une description d'un monument dans la cosmographie d'André Tevet, au milieu du XVIe siècle. Je cite « En la croisée duquel, parle d'une église, en la croisée duquel, à côté du chœur, se présente son très magnifique et artiste monument en blanc albâtre. » Donc on voit là que le terme artiste est un adjectif qui qualifie donc monument et qui est mis en équivalence avec cet autre qualificatif magnifique, magnifique et artiste monument. C'est aussi au cours du XVIe siècle, probablement plutôt de la deuxième moitié du XVIe siècle, que l'adjectif se substantive. Un artiste. Mais c'est pour qualifier celui qui a le sentiment de la beauté, le goût des beaux-arts, c'est-à-dire certainement plus soit le protecteur, le commanditaire ou le collectionneur, qui peuvent être d'ailleurs les trois choses à la fois, pour la même personne, que véritablement le travailleur d'art. Je reviens sur le terme artista, le terme de médio-latin artista. Le célèbre dictionnaire de Charles Ducange, le Glossarium Mediae et Infime Latinitatis,
donne ce sens que j'ai déjà évoqué de membre de la faculté des arts, ce qui évidemment est déjà assez surprenant pour nous, cette faculté des arts qui recouvre des disciplines que nous mettons plutôt de nos jours dans les facultés de lettres ou éventuellement les facultés de sciences. Bon. Mais le même glossarium donne un autre exemple curieux et instructif, datable des environs de 1400. Donc, là, je sors bien sûr de la période dite romane, et qui est tiré d'un mémorandum en latin de la Chambre des comptes de Paris. Il est question d'un certain Johannes Peschier, Varletus camere et artista domini ducis bituricensis. Ce personnage donc est valet de chambre et artista en tout cas, du seigneur-duc de Berry, c'est-à-dire Jean, duc de Berry. Si on s'arrête là, on se dit, bah oui, c'est quelque chose de tout à fait habituel. Effectivement, les artistes qui sont, qui sont au service des princes sont souvent en même temps membres de leur familia proche, et le titre et l'emploi de valet de chambre leur est en général attribué, ce qui leur assure évidemment un revenu permanent. Oui, mais la citation de ce passage de compte financier continue. Donc il est artista domini ducis bituricensis institutus in officio artiste magistri garnisonium artiriae regis in castro luparia. Bon, je vous avoue que j'ai cherché à identifier le castrum luparia, mais je n'ai pas réussi à trouver. Mais peu importe pour notre affaire. Donc on nous parle de quelqu'un qui est valet de chambre du duc de Berry, qui est qualifié d'artista, mais dont on précise qu'il est artista magister, hein, et qu'il est responsable à ce titre des fournitures de l'artillerie royale. Qu'est-ce que l'artillerie royale et la fourniture de l'artillerie royale à voir avec notre notion d'artiste, hein? Évidemment, rien, si nous en restons à notre définition, à nous, à notre sensation de ce que doit être un artiste. Mais si on repart sur ce que j'ai dit précédemment, l'idée de la technique, hein, eh bien, après tout, l'artillerie est une technique. Hein, et il y a un art de la guerre. Et nous employons encore cette expression. Hein. Bon. Du coup, il faut se poser la question, qu'en est-il du mot souche de toutes ces expressions, c'est-à-dire le mot art? Un terme que l'ancien français et le moyen français ont toujours employé au féminin jusqu'au XVIIe siècle. Car le mot latin d'origine, ars artis, est féminin lui-même. En médio-latin, l'emploi de ce terme, venu du latin, revêt, à l'époque qui nous préoccupe ici, à minima, une quintuple acception. En tout cas, j'en ai trouvé moi-même dans ma petite recherche une quintuple acception. Premièrement, alors un certain nombre des membres de l'assistance présente vont commencer à rire sous cap, parce qu'ils connaissent mes dadas. Dans la série des diplômes des empereurs du Saint-Empire, des 11e et 12e siècles, alors il faut que je justifie mon choix. Je l'ai fait au-delà de la facilité technique, hein, parce qu'on dispose d'une édition systématique de leurs actes dans le cadre des Monumenta Germaniae Historica. Mon choix se justifie aussi par l'ampleur du territoire concerné, une Allemagne au sens très large, hein, plus l'Italie du Nord, et même un peu plus que l'Italie du Nord. Donc dans cette série de diplômes, le terme ars peut, par exemple, première observation, s'opposer à nature. L'art, la nature. Ainsi, dans ce texte de Frédéric Barberousse, décrivant en 1157 la Pologne, quam vis arte et natura ad modum munita, comme défendu fortement par ars, la technique. On peut supposer que ce sont des fortifications, en l'occurrence, puisqu'il s'agit effectivement d'une tentative réussie d'ailleurs d'invasion de la Pologne par les troupes de l'empereur, et par la nature, et là il faut probablement voir effectivement les forêts et les cours d'eau. Un autre diplôme du même souverain, daté de 1164, dans un contexte de négociation diplomatique, place ars, donc l'art,
en équivalent du terme ingenium, ce qui tire le sens du mot art associé vers l'acception de moyen, de procédé. Pour les gens du XIIe siècle, ars, c'est un moyen, c'est un procédé, disons, technique, qui s'oppose effectivement aux données de nature. Deuxième observation, employé en composition ou en séquence comparative, ars renvoie à un sens technique du mot. Comme en témoignent les prescriptions impériales interdisant d'user de, je cite, qualibet venerandi ou venatoriae artis industria, interdisant d'user de quelques ruses de l'art de la chasse ou de quelques ruses de la vénerie. Il s'agit là de ce qu'on appelle en allemand le Wildbahn, c'est-à-dire les mesures de protection de la forêt et de son gibier édictées par le souverain. Or, on les retrouve dans 5 diplômes d'Henri III, émis entre 1040 et 1049, au bénéfice respectif des archevêques de Salzbourg et de Brême, et des évêques de Passau, en Bavière, et de Brixen, dans le Haut-Tyrol. On trouve également dans un autre registre la mention de l'ars medicinae, l'art de médecine, dans un diplôme de Conrad III, daté de 1150 et relatif au séjour de l'empereur en Italie du Sud au retour de la Deuxième Croisade. Troisième point, on comprend dès lors comment on passe de ars égale technique au sens plus précis encore de ars égale machine. Donc le résultat, effectivement, d'une construction technique. Par exemple, dans un emploi militaire, une machine de siège, c'est ars, qui est quand même très surprenant pour nous. Par exemple, dans le récit de la première croisade, par le chroniqueur allemand Albert Dex, qui a vécu vers 1060 et 1120, quidam magister et inventor, magnarum artium et operum. On retrouve le terme de maître, associé à celui d'inventor, pas besoin de traduire, de grandes machines et œuvres. Et le contexte montre bien qu'il s'agit effectivement d'une machine de siège au moment de la croisade. Mais l'extension de sens peut se faire aussi dans un registre immatériel, avec une connotation négative, comme par exemple dans ce diplôme de l'empereur Henri IV, daté de 1091, dans lequel est évoquée dans la clause comminatoire, c'est-à-dire la clause de menace contre ceux qui viendraient à ne pas obéir aux ordres de l'empereur, l'évocation du cas où l'énergie et la technique, molimen aut ars, viendraient à être utilisées frauduleusement pour violer les prescriptions du souverain. Enfin, au pluriel, le terme artes, je l'ai dit, désigne les arts libéraux enseignés à l'université. Ainsi, en 1215 à Paris, nullus legat Parisius de artibus citra vicesimum annum aetatis sue annum. Que personne n'enseigne à Paris avant la 21e année de son âge. Que personne n'enseigne de artibus, c'est-à-dire donc sur les disciplines des arts, dans lesquelles vous trouvez par exemple la grammaire. Cette expression au pluriel, arts libéraux, était apparue un peu plus tôt, à la fin du XIIe siècle, pour désigner les disciplines au sein desquelles le travail de l'esprit tient une place majeure, par opposition aux arts mécaniques, donc les arts libéraux, les arts mécaniques, expression apparue plus anciennement, attestée dès le IXe siècle, mais assumée pleinement à partir du milieu du XIIe siècle. En la première de ces deux expressions, le terme art correspond à ce que nous appellerions des disciplines universitaires, tandis que métier mécanique ou métier manuel conviendrait mieux pour la seconde. Quant au terme d'ancien français art, il est apparu tôt, dès le Xe siècle, avec l'acception, je cite ici les dictionnaires d'ancien et de moyen français, science et savoir, puis à partir du milieu du XIIe siècle, moyen, méthode,
ensemble de moyens, de procédés réglés qui tendent à une certaine fin. Enfin, à partir du XIIIe siècle, ensemble de connaissances et de règles, d'actions appliquées à un domaine particulier. On voit que les spécialistes de lexicographie médiévale ont ainsi cherché à identifier une évolution, en quelque sorte, du terme, du général vers le particulier, qui est atteint donc au début du XIIIe siècle. On notera le caractère souvent spécialisé de ces emplois anciens du mot art, emploi relatif à un métier spécifié. J'ai évoqué tout à l'heure l'ars venerandi, l'art de chasser, l'art de capturer les animaux, ou encore l'art de médecine. L'emploi absolu du terme, c'est-à-dire là, ce que nous exprimons par l'art avec L' et un A majuscule, est plus tardif et ne s'impose qu'au milieu du XVIIIe siècle. Quant à l'expression composée au pluriel beaux-arts, il convient de rappeler, en passant, qu'elle n'apparaît en français qu'au milieu du XVIIIe siècle. Aussi convient-il de revenir à des termes d'anciens français déjà évoqués, artefieur ou artifieur. Li dialogue Grégoire le Pape est une traduction anonyme en ancien français wallon du milieu du XIIe siècle des dialogues latins du pape Grégoire le Grand, provenant du fond de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je cite, « Laquelle église, li homme deu, convoitant restauré, ploisior artefior et ploisior ministro ouvrier, i ajosta ». On remarque ici l'adjonction d'artefieur avec les ministériaux ouvriers. Et le texte d'ancien français doit être transcrit en français contemporain. L'homme de Dieu, voulant restaurer cette église, eh bien, il fit intervenir, il ajouta littéralement, il fit intervenir plusieurs artefieurs ou plusieurs ministériaux ouvriers. Dans la seconde catégorie, les ministériaux ouvriers, faut-il reconnaître déjà des travailleurs spécialisés exerçant un ministérium, c'est l'origine du mot métier, ministère, métier, ou selon une signification plus ancienne du terme ministérial, peut-être encore des serviteurs attachés à l'Église en question. On peut ajouter à ce témoignage un extrait d'une transcription anonyme en ancien français d'un sermon de Saint-Bernard de Clairvaux, mort au milieu du XIIe siècle, en provenance du couvent cistercien des Feuillants de Paris. Si a mervillus artifior et mervillus oneor de choses. Il y a là de merveilleuses artifiors et de merveilleuses oneor. Alors, onéor au sens d'unificateur, d'assembleur des choses. Ou encore, mais plus tardif d'un siècle, cet extrait d'une Bible en français provenant du couvent des Cordeliers de Paris, la cité de laquelle Déu fut artefior et faiseor. Artefior étant mis ici sur le même pied que faiseur. Et tout cela en parlant évidemment du Dieu créateur. Ces citations montrent qu'on n'est pas ici en face d'un terme médiéval qui serait à l'origine du mot artiste. Artefieur a plus à voir avec la famille contemporaine d'artefacts, terme d'origine latine qui nous est venu vers 1820 en français par l'intermédiaire de l'anglais. Mais il faut rappeler à cette occasion que le suffixe fieur est issu de la forme passive, fio, fis, fieri, du verbe latin actif facio, facere, factum, faire. Un artefact est un produit par art, au sens ancien de technique, par opposition à un produit de la nature ou, dans la tradition chrétienne, un produit de la divine création. C'est encore avec ce sens d'objet produit par la main de l'homme que nos archéologues actuels emploient ce terme d'artefact. Nos artefieurs des XIIe et XIIIe siècles sont donc des producteurs par art, c'est-à-dire par technique. Quid, dès lors, pour terminer la revue des mots, du vocable artisan.
Eh bien, ce terme apparaît lui aussi au XVIe siècle. Exemple, les artisans qui ont peint les images et statues. Il intervient comme nom ou comme adjectif. On trouve par exemple chez Ronsard l'araigne artisane, l'araignée artisane, ça c'est joli, pour évoquer la toile. Les dictionnaires étymologiques font venir ce terme français d'artisan de l'italien artigiano, lui-même dérivé sur arte, art, mais au sens de l'organisation corporative de métiers, comme par exemple à Florence. Son apparition s'accompagne à la même époque, bien postérieure au temps roman, de celle du verbe artiser, artisan, artiser, employé au sens de construire. Quant aux dérivés artisanal d'une part et artisanat d'autre part, ils sont beaucoup plus tardifs. J'ai moi-même été surpris par les données des dictionnaires qui les font apparaître dans les années 20 du siècle dernier, pour le premier, pour ces deux-là, artisanal et artisan, et même autour de 1950 seulement pour l'adverbe artisanalement. Alors, je sais bien qu'il faut tenir compte effectivement que la première apparition dans des textes, et notamment dans des textes littéraires, parce que c'est essentiellement sur des textes littéraires que s'appuient les dictionnaires, dit en quelque sorte un terminus antequem de l'apparition du mot. Il a pu circuler auparavant et n'être entériné qu'avec un certain retard par les dictionnaires. Je parle de dictionnaires rapides à évoluer. Je ne parle pas évidemment du très vénérable dictionnaire de l'Académie française qui lui peut mettre un siècle avant de réagir. Bon, mais peu importe. Que nous enseigne ce détour par la linguistique historique? Premièrement, que les deux vocables thèmes de notre colloque, artiste et artisan, sont d'emploi bien tardif dans la langue française. Certes, le latin étant la langue de la majorité des témoignages textuels, nous pouvons nous fonder sur le terme artifex, dont la signification est plus proche d'artisan que d'artiste en réalité. Je rappelle que dans artifex, vous avez un suffixe fex, fex, qui renvoie à la famille du verbe facere, fio, faire. Bon. Mais le terme apparaît bien peu dans les dictionnaires de médio-latin. Alors, ça pourrait être effectivement le reflet d'un biais, leur trop grande dépendance aux sources littéraires, en particulier pour le glossarium de Ducange. Mais je m'appuie sur mon expérience personnelle de chercheur pour dire que ce qui est vrai pour les dictionnaires de médio-latin, c'est-à-dire cette rareté de l'emploi du terme d'artifex, est aussi valable dans les actes de la pratique, ce qui est quand même plus significatif. Deuxièmement, les termes employés à la période romane penchent indubitablement vers le sens de technique et de métier, et ceci encore assez largement jusqu'au XVIe siècle compris. La tonalité esthétique des vocables art et artiste ne triomphe véritablement qu'à partir des XVIIe et surtout XVIIIe siècles. Troisième observation, en définitive, hors des langues latines, le haut-allemand et l'ancien anglais présentent une famille de mots autour du thème Handwerker qui, d'une façon beaucoup plus prosaïque, beaucoup moins intellectuelle, beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus charnelle, met l'accent sur la main. C'est donc de la main, de l'outil que manie la main et du geste accompli par ce duo qu'il va être désormais question dans la présente session. Cela signifie que les textes étant, vous l'avez vu, peu disers, ce sont les objets qui, le mieux, peuvent parler sur ceux qui les ont façonnés. Place donc à l'histoire de l'art et à l'archéologie. Je vous remercie de votre attention.